pourrait faire comme un spectre un peu. Si on part d'un jardin privé chez soi, ça c'est une chose. Jardin communautaire, la plupart du temps, c'est une forme d'organisation qui passe par une organisation à but non lucratif, par la municipalité. Beaucoup par la municipalité. Beaucoup par la municipalité, ouais. souvent. C'est des infrastructures, des services publics. Les gens arrivent et parfois, il y a des liens d'entraide. Comme on voit nos concitoyens, on se donne des trucs, on voit, des fois, on peut prendre soin un peu du jardin de l'autre. Il y a quand même une forme de séparation individuelle des lots. Alors que le jardin collectif, là, on est vraiment dans l'esprit du commun. On va travailler ensemble, cultiver ensemble, partager les récoltes ensemble. Mais le niveau de complexité est beaucoup plus grand parce que travailler ensemble, décider ensemble, gérer ensemble la ressource, se diviser des rôles, on veut que tout le monde participe de façon équitable. Donc tout ça amène en fait toute une forme d'apprentissage en fait qu'on n'a pas appris la plupart du temps, ni à l'école primaire, secondaire, cégep, université, dans l'entreprise privée. Parfois, on l'a un petit peu, on a un esprit de collaboration, mais cet esprit-là de travailler ensemble, de partager ensemble, que tout appartient à tout le monde, et c'est à nous de voir qui va prendre soin de la chose, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit développer ensemble, je dirais. Bonjour et bienvenue à Terroir Fertile, le balado qui donne la parole à celles et ceux qui pensent notre territoire alimentaire autrement. Je suis Christelle Fournier et dans chaque épisode, je pars à la rencontre de chercheurs et de praticiens réflexifs pour mieux penser notre territoire et nos pratiques alimentaires pour celles et ceux qui s'intéressent à l'alimentation. Et comme on mange tous, c'est important pour tout le monde. Vous pouvez nous suivre sur Spotify, YouTube ou les autres plateformes, vous abonner, partager pour faire découvrir nos invités et leurs propos. Vous pouvez également nous soutenir financièrement via Patreon. Ça permet comme ça de payer l'équipe, de pouvoir continuer à faire ces balados. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Ivan Arturo qui est aujourd'hui avec nous, sans qui ce tournage ne serait pas possible. Aujourd'hui, en fait, nous sommes à Gatineau avec Jonathan Durand-Folco. Merci Jonathan de nous accueillir. Alors, on devait venir chez toi. Il fait extrêmement chaud. On est en juillet 2025. Puis, on se retrouve dans un parc à côté de l'eau. Exactement. Avec des bernoches. Merci pour cette invitation. Eh bien, merci. En fait, tu es chercheur, alors professeur et chercheur à l'Université Saint-Paul à Ottawa, en innovation sociale au CRITS. Alors, le CRITS, c'est quoi? C'est le Centre de recherche sur les innovations et les transformations sociales. Donc, centre de recherche interdisciplinaire qui veille à étudier, à collaborer avec des initiatives qui essaient de changer le monde pour le mieux, en gros. Ouais, tout simplement. Exactement, tout simplement. Tu es aussi fondateur et membre du Critique, c'est par là qu'on se connaît aussi. Enfin, on se connaît professionnellement un peu avant, mais aussi par là parce que je suis également membre, tout simplement. Aujourd'hui, je sais que tu as plein de casquettes différentes. Tu t'intéresses à l'écofascisme, tu t'intéresses au municipalisme, tu as écrit un livre là-dessus. D'ailleurs, moi, je t'ai découvert là-dessus au début, via ce livre. Ça fait longtemps, là. C'était quoi? C'était 2017? Exactement, ouais. Oui, bon, je pensais pas que ma mémoire serait bonne comme ça. Puis aussi aux algorithmes, toute la question de la société algorithmique, c'est ça, hein? Exactement. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de nous concentrer sur l'innovation sociale et les communs, parce que dans ce balado, en fait, on se pose la question des communs. On a rencontré Rebecca de Haut Secours et puis l'Océan commun. On a rencontré aussi Hubert Lavallée de Protecterre. On parle de FUSA, de protection des terres. On parle encore de communs. Donc derrière ça, je mets la bannière commun alimentaire, mais bon, on pourrait y réfléchir. Et puis, tu es un de ces spécialistes-là, j'avais envie qu'on en discute. Mais d'abord, je voulais aller sur l'innovation sociale. L'innovation, quand on parle d'innovation, on pense technologie, high-tech, IA. Tu t'intéresses aux algorithmes, on pourrait se dire c'est là, la Silicon Valley, des calculs, des maths. Puis là, on parle d'innovation sociale. J'ai l'impression que c'est un peu le parent pauvre de l'innovation. On n'entend jamais parler. Donc en fait, je voulais qu'on balade là-dedans et qu'on se découvre ça. Super. Le balado va se décliner en 4 parties. On va d'abord aller dans les racines. En gros, c'est toi. On va savoir qui est le Jonathan et qui était le petit Jonathan rapidement. Ensuite, on ira dans le terreau, rentrer dans les définitions de tous ces mots justement pour les démystifier, connaître un peu les angles morts. Aller à la floraison. Hein, on est sur un terroir fertile, alors on va là-dedans. La floraison, tout simplement pour savoir aujourd'hui, on en est où de ces recherches, on en est où de ces connaissances, ça se passe comment au Québec avec tout ça, puis un peu les communs alimentaires, c'est quoi ta perspective ou pas? Et puis, on va finir tout simplement avec les récoltes. Tu vois ça comment, le monde de demain? Eh bien, je voulais commencer tout de suite en te disant, est-ce que tu pourrais te présenter via une perspective depuis une de tes grand-mères? En fait, mes grands-mères, j'en ai 2. En fait, elles sont décédées malheureusement.
Elles sont toutes deux nées à Montréal, donc elles sont nées dans un environnement urbain. Et je dirais que pour ma part aussi, je m'identifie d'abord comme on pourrait dire un gars de la ville, donc j'ai comme une forme d'identité urbaine, quoique j'aime aussi explorer différents territoires, la nature, vivre un peu dans le bois, me promener, explorer le monde. Mais je dirais que toute mon identité quand j'étais enfant ou adolescent s'est passée en ville, mais même je dirais plus en banlieue. Donc je suis un gars de la banlieue, je viens de la ville de Laval, donc le beau territoire des centres commerciaux, des grandes autoroutes, de la piscine hors terre que j'avais derrière chez moi. Donc, tout mon rapport au monde a été structuré par la vie de banlieue que j'ai appris par la suite à un peu plus remettre en question, critiquer. Même, je pense qu'adolescent, je trouvais que la banlieue était un peu ennuyante. Mais je me souviens bien qu'avec ma grand-mère, notamment, elle venait à toutes les semaines chez nous. Et on avait un rapport de proximité. On jouait à des jeux ensemble. Elle venait se baigner dans la piscine. On mangeait du melon d'eau. Et il y avait une forme d'acceptation de l'autre, une forme de harmonie, en fait, que j'éprouvais avec ma grand-mère. Et ma grand-mère du côté de ma mère, Jeannette Durand. Et c'est ça. Donc, je dirais que le souvenir de ma grand-mère, c'est pas mal les étés où on a passé le temps ensemble, il faisait chaud, il faisait beau. Et puis, ce qu'elle m'a transmis, c'est, je dirais, une sorte de simplicité, d'amour du monde, en fait. OK. C'est marrant parce que beaucoup de Québécois et Québécoises vont avoir des grands-parents qui viennent de la campagne. Donc, toi, tu es vraiment issu du monde de la ville, même à une époque où c'était plutôt rural. Exactement, ouais, c'est ça. Donc, ma grand-mère, du côté de ma mère, Jeannette Durand, mais du nom, en fait, qui vient de mon grand-père, Jean-Paul Durand. De son côté, ils sont nés à Montréal, les deux. Il n'y avait pas de permis de conduire à la base. Mon grand-père a été fonctionnaire à la ville de Montréal. Donc, peut-être, si je remonte, peut-être que l'idée de m'intéresser à la question municipale, ça vient pas de lui directement, mais peut-être si on remonte, on peut peut-être trouver ça là. Et du côté de mon père, Pascal Folco habitait aussi en ville. Il est originaire, en fait, son père à lui vient d'Italie à la base, un immigrant italien qui est arrivé. Et puis mon grand-père a été, en fait, il a livré la poste, il a été facteur pendant toute sa vie. Pas de permis de conduire non plus. Et c'est ça, ou à pied, tout simplement, je pense, et en bus, ouais, c'est ça. Donc, je dirais que c'est ça, je viens d'une famille typiquement urbaine, puis toute ma famille, mes oncles, mes tantes, vont habiter dans les grandes régions de Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, en gros. On n'en fait pas beaucoup des comme ça, si je peux me permettre. Ça, c'est comme... Oui, à chaque fois qu'on interviewe du monde, on se rend compte qu'il y a toujours un grand-parent agriculteur quelque part. De mon côté, j'en retrouve pas, du moins, de mes ancêtres. Peut-être en remontant plus loin, mais non. Oui, non, bah, c'est correct. Puis il y en a, donc voilà, tu en fais preuve. En fait, vu qu'on est sur un balado qui parle de l'alimentation, j'avais envie de te demander, est-ce que tu pourrais nous parler de ton assiette? Quand tu étais petit, il y avait quoi dans ton assiette? Puis au fur et à mesure, est-ce que tu as des souvenirs de ça? Ou même des boissons, hein, on peut... Qu'est-ce que tu mangeais? Comment ça a évolué? Tout simplement, mais en fait, si je me rappelle bien et comment je vois maintenant mon propre rapport à l'alimentation, ça a beaucoup changé une fois adulte, une fois que j'ai quitté la maison familiale, je me suis commencé à faire mes propres recettes. Je suis devenu végétarien pendant un bout de temps, maintenant je suis rendu plus flexitarien. Mais je dirais qu'à la base, il n'y avait pas vraiment de conscientisation alimentaire dans ma famille. On mangeait du spaghetti avec sauce à la viande, pommes de terre, un petit légume bouilli, une pièce de viande à côté, du petit poulet. On mangeait, je dirais, des mets traditionnels québécois. Mes deux parents, parfois, aimaient faire la nourriture, mais pas sur une base régulière. L'été, on mangeait sur le barbecue généralement. Mais je dirais qu'en termes de culture alimentaire, c'était pas la force de ma famille directement. Je me souviens que quand on allait chez certains oncles et tantes, là, on avait, waouh, une super expérience culinaire, on découvrait des nouveaux trucs, des nouvelles choses comme ça. Et du côté de mon ami d'enfance, Maxime Bellil, quand j'étais avec sa famille, on s'est promené, on est allé au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard, île de la Madeleine. Là, je découvrais des choses comme des moutardes de Dijon, par exemple, ou ils buvaient de la bière de microbrasserie, quelque chose que mes parents n'utilisaient pas du tout. Donc, je dirais que j'ai développé tout mon goût autour de la cuisine, apprendre à faire moi-même la cuisine quand je suis arrivé en appartement autour de 20 ans. Et avant, je dirais que j'ai pas vraiment développé de conscience alimentaire bizarrement. Donc moi, c'est arrivé sur le tard, mais je dirais que depuis ce temps-là, vraiment, je lis des livres de recettes, des émissions, je m'approprie la nourriture, j'essaie des restaurants, j'essaie de savoir d'où viennent les différents aliments, encourager les marchés locaux. Ici, par exemple, du côté de Gatineau, on a le marché de l'Outaouais, qui est un point de distribution, de livraison pour tous les producteurs dans la région. C'est vraiment extrêmement chouette. Donc, j'ai assez autant que possible de pouvoir m'approvisionner de ce qui vient proche de chez moi. Mais c'était pas le cas quand j'étais enfant du tout.
Mais j'imagine qu'en même temps, c'est en y pensant là que je me dis ça, mais peut-être qu'il y avait moins d'importations. Parce que je me dis sur l'assiette, je me dis il y a tellement d'importations l'hiver, on a tout. On a tout de disponible. Des fraises au milieu de Mais l'hiver. est-ce que dans ton enfance, c'était le cas? Je dirais oui quand même. Je pense que je suis né en 1986, grandi dans les années 90, début 2000. Je dirais qu'on était quand même dans la société industrielle et je mangeais des céréales avec les grandes marques de céréales, des Pop-Tarts parfois au déjeuner, du pain industriel tranché. Donc, je suis vraiment un enfant né de la société industrielle de consommation de masse. Et c'est par la suite que j'ai appris à m'émanciper partiellement, pas développer une haine de ça. Parfois, j'ai un peu le goût de revenir en enfance. J'ai ma fille de 2 ans. Là, j'ai fait découvrir des choses, même que moi, je ne mange plus, mais j'ai envie d'y faire revivre ce que moi, j'ai vécu comme enfant un peu parfois. Mais c'est des choses que j'essaie d'éviter. Mais c'est ça. Donc, je suis vraiment un enfant de la société de consommation, de la surconsommation, je dirais même. Et après coup, je me suis dit, là, il faut remettre ça en question, il faut apprendre à pondérer les choses et à ne pas tout accepter ce qui vient dans les tablettes des supermarchés, faire des choix plus conscients et de se réapproprier notre propre culture alimentaire, en fait. Et ton parcours, alors là, j'ai fait exprès de te demander ton parcours un peu alternatif, disons, mais tu es chercheur. Donc, il y a eu tout un parcours académique, éducatif. Tu pourrais nous le présenter quand même, qu'on sache qui tu es au milieu de tout ça? Dans les grandes lignes, moi, en fait, j'ai étudié au cégep en sciences pures, nature. Et initialement, je voulais devenir psychiatre ou neurochirurgien, médecin. Une fois rendu là, je trouvais que le système d'éducation était trop compétitif. Je voulais pas vraiment avoir un emploi juste pour faire, disons, de l'argent plus tard. Et je me suis intéressé beaucoup à la psychologie à l'époque, à mes cours de philosophie. Donc, je me suis inscrit en psychologie initialement à l'université. J'ai fait 1 an là. Et par la suite, j'ai bifurqué vers la philosophie. Donc, je trouvais que la philosophie permettrait de lier tous mes champs d'intérêt. Et vu que je suis quelqu'un qui s'intéresse un peu à tout, je pense que mes projets de recherche aussi vont dans tous les sens. Je m'intéresse à la question de l'intelligence artificielle, les villes, la démocratie, les communs, la décroissance. Je m'intéresse à plein de sujets différents. Et la philosophie permet en fait d'avoir une boîte à outils qui nous permet disons, de réfléchir au monde puis d'explorer toutes les questions qu'on veut en ayant une approche inter- ou transdisciplinaire. Donc moi, je me considère un peu comme ça. J'ai étudié en philosophie, bac, maîtrise, doctorat, mais ma thèse de doc portait sur la démocratie participative en milieu urbain. Et là, je m'intéressais à la fois à la sociologie, la théorie politique, je dirais aussi les études urbaines de façon large, la philosophie aussi. Mais je me considérais comme étant un philosophe transdisciplinaire. Quand j'arrive dans des milieux de philosophie maintenant, je trouve ça bizarre parce que je me sens trop dans des approches non philosophiques. Mais quand je vais dans d'autres milieux, les gens me voient comme un philosophe aussi. Oui, parce qu'en fait, c'était aussi ma prochaine question. Tu es chercheur, mais en même temps, de ce que je te connais, de ce que j'ai l'impression, tu prends... en fait, ça, c'est même pas assez un fait. Tu prends parole publique. Je sais que sur ton LinkedIn, sur ton Facebook, c'est très, en tout cas sur les réseaux sociaux, tu prends la peine de donner ton opinion avec une analyse critique qui va au-delà de ton rôle de chercheur, si je peux me permettre. Oui. Donc, est-ce que tu es chercheur, philosophe, militant? Tout ça à la fois, je dirais. Même parfois, dans ma propre pratique, j'essaie des fois de faire une distinction, surtout quand je suis en salle de classe avec mes propres étudiants et étudiantes. Je veux pas leur donner une vision du monde déjà toute faite, leur dire quoi penser, leur donner la capacité de réfléchir, leur ouvrir des ponts, différents horizons. Donc, la salle de classe, moi, j'essaie vraiment d'être le plus neutre possible, pas nécessairement dire mon opinion. Parfois, lorsqu'on me demande, là, je le dis, j'enlève mon chapeau de professeur, je dis, moi, en tant que citoyen, voici mon opinion personnelle, puis après ça, je joue mon rôle. Mais je dirais, dans la recherche, dans mes prises de parole publiques, je me considère comme une forme de chercheur engagé. Des fois, ils disent chercheur militant. Il y a des gens qui disent que ça peut pas exister parce que soit que tu fais la recherche, tu es basé sur une objectivité scientifique, une forme d'impartialité, de neutralité. Mais comme je fais de la théorie critique notamment, puis la théorie normative, c'est-à-dire je veux pas juste expliquer le monde, je veux dire comment le monde pourrait exister ou comment il devrait être. Alors là, la frontière entre le fait d'expliquer, d'écrire et le fait de proposer comment le monde pourrait exister autrement, pour moi, je fais les deux et les deux vont ensemble, en fait. Donc, je les dissocie pas entièrement. Donc, est-ce que tu es en train plus ou moins d'y répondre, mais est-ce que ça veut dire que dans ton monde de chercheur, c'est critiqué? Est-ce que tu es critiqué, entre guillemets, ouvertement, mais est-ce qu'il y a des collègues à toi qui sont là comme c'est quoi ta posture, qui comprennent pas? Dans mes collègues immédiats à l'université, non, je dirais pas. Parce qu'on est aussi dans une université avec des programmes de sciences humaines appliquées même, qui veulent avoir un pont avec
la société dans laquelle on vit, donc qui essaie d'intervenir aussi pour essayer d'améliorer les choses. Je dirais que dans mon champ à moi de théorie critique, lorsque je publie dans certaines revues universitaires académiques, il y a des critères d'évaluation par les pairs, révision, il y a des critères d'argumentation de fait. Je ne peux pas dire des choses fausses ou approximatives ou confuses. Il faut vraiment que j'aie une rigueur. Mais par la suite, ça dépend dans quelle branche de la science on se trouve, dans quel milieu de recherche. Et dans mes milieux de recherche, j'ai pas reçu de critiques tant que ça. Je dirais certaines choses que j'ai écrites, par exemple, À nous la ville, que je considère pas comme un traité universitaire, comme un livre purement scientifique. C'est vraiment une prise de parole publique, une forme d'essai. Il y a des gens qui m'ont critiqué en disant, ils disaient, ah oui, c'est un essai militant, c'est pas de la vraie recherche. Je me dis, oui, c'est un essai militant. C'était ça le but, c'était ça l'objectif. À nous la ville, ça le dit dans le titre. Donc, je trouve que lorsqu'il y a des critiques qui arrivent comme ça, c'est qu'ils comprennent pas le but, l'objectif qui est avoué dans l'ouvrage. Donc, je mets carte sur table. Je fais pas semblant de dire je suis quelqu'un de neutre, je n'ai pas prise de position personnelle, voici ce qui est. Je m'engage dans ma pratique, je le dis, j'argumente de cette façon-là. Donc, pour la plupart des gens qui me connaissent, mes collègues de travail, ça convient bien dans mon champ disciplinaire. Maintenant, je voulais te proposer qu'on parte plus dans les définitions, justement, dans le terreau du balado. L'innovation sociale, c'est quoi? Ça peut être beaucoup de choses. Moi, quand je suis arrivé, je finissais ma thèse de doctorat. J'ai appliqué pour un poste, professeur d'innovation sociale. Et pour être honnête, j'étais pas tout à fait au courant de ce que ça voulait dire moi-même. Et en fait, c'est un champ de recherche émergent qui existe depuis à peu près le début des années 2000. Le concept est un peu plus ancien, mais n'était pas vraiment utilisé à cette époque-là. Et en fait, l'innovation sociale s'est développée pour dire, au lieu de la recherche uniquement sur des innovations économiques, technologiques, industrielles, il existe aussi des innovations, c'est-à-dire des nouvelles façons de faire, des nouveaux procédés, des nouvelles formes d'entreprise, par exemple, des nouvelles formes d'organisation de la vie qui débordent le champ de ce qui est purement administratif, technique et qui touchent la société. Et là, il y a plein de chercheurs qui ont dit, mais nous, on fait aussi des formes d'innovation, on étudie des innovations, comment les gens s'organisent dans leur milieu pour essayer de se prendre en main, comment on peut développer, par exemple, des services de garde. À l'époque, par exemple, c'était des crèches ou des garderies auto-gérées par des gens qui en avaient de besoin. Et par la suite, ça s'est institutionnalisé sous forme de centre de la petite enfance. Donc, il y a des gens qui étudient ça. Ils disent, en fait, c'est des innovations qui viennent de la société civile, de la communauté directement. Les gens ont créé des nouvelles choses. Et là, par la suite, ça a eu des impacts sur la société. On va étudier quelles sont les différentes formes d'impact de la chose. Et puis, les innovations sociales, c'est devenu un concept à la mode. Pourquoi? Je pense aussi parce qu'on vit dans un monde où notre système économique est remis en question de plus en plus. On sait que le système économique capitaliste génère des problèmes, des inégalités, détruit l'environnement. Et là, on cherche des pistes pour créer les choses autrement, pour essayer de redéfinir les choses. Et là, il y a toute une série de fondations privées, l'entrepreneuriat social notamment. Il y a des nouvelles personnes qui se sont dit, on pourrait peut-être essayer de mettre les entreprises au service du bien commun, avoir une mission environnementale, sociale. Et là, le terme d'innovation sociale est arrivé. Je dirais pour le meilleur et pour le pire, parce que ça permet de mettre la lumière sur ce qui pourrait être autrement. Et en même temps, il y a tout un jeu, je dirais, d'instrumentalisation, de récupération. Et les innovations sociales sont devenues une forme de buzzword, un peu un terme qu'on va utiliser. On va faire semblant que les gens se comprennent, mais il n'y a pas de définition claire derrière. Et là, les gouvernements, les entreprises, les banques utilisent ça sans tout à fait vraiment définir c'est quoi, mais il y a beaucoup d'argent qui est investi pour ça, pour faire des programmes de recherche, pour financer des projets citoyens. Donc, je dirais qu'il y a un flou artistique qui tourne autour de cette notion-là. C'est pourquoi il n'y a pas une seule définition qui existe dans la littérature. Parce qu'en fait, dans ce que tu dis, ça me fait penser à plein de choses, forcément. Moi, j'ai l'impression que le mot innovation sociale est sorti à toutes les sauces. Moi-même, je l'utilise beaucoup dans ma profession. En même temps, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, juste prendre le temps de discuter avec le monde, dans mon métier, c'est ce que je fais. On essaye de comprendre le territoire, on va parler avec les gens, on me dit, oh mon Dieu, c'est tellement innovant. Ouais. Parler avec son voisin devient innovant. Donc, bon, bref, je ne sais pas, mais voilà. Et là, de ce que tu me dis, c'est que ça émerge de la société civile. Donc, je reviens parce que je pense à un ami qui, en fait, a inventé plusieurs technologies. Je fais exprès. Mais ça vient de quelque chose de très grassroots. C'était à la maison, il fait ça, il invente, et par exemple, il a inventé une imprimante 3D qui est maintenant, il a mise en open source. Elle est développée partiellement en Inde, en Argentine, on sait par des gens qui n'ont pas les moyens, etc. Est-ce que c'est de l'innovation sociale parce que ça émerge de la société ou pas? Ça peut être les deux. En fait, je crois que
il faut accepter la pluralité des formes que ça peut prendre, mais en même temps, on doit mettre des critères, sinon tout et n'importe quoi peut devenir ça aussi. Je dirais que si l'utilisation de cet outil-là est fait en mode open source, par exemple, c'est un critère, c'est-à-dire une forme d'innovation ouverte que n'importe qui peut utiliser par la suite, c'est déjà une forme d'indicateur d'éléments qui pourraient être ça. Comment c'est approprié par les gens par la suite? Quels sont les différents usages? Quels sont les différents impacts que ça peut avoir? Et c'est là qu'on peut mettre le doigt, est-ce que c'est une innovation sociale ou non? Si on compare, par exemple, des fois on peut utiliser comme Uber ou certaines applications qui ont vraiment eu un impact sur la société, des innovations technologiques, mais pour nous, dans notre école d'innovation sociale, on dit que c'est de l'innovation économique avec des impacts sociaux, mais vu que c'est une entreprise privée, traditionnelle, le modèle d'affaires qui fonctionne, il n'est pas fait pour être utilisable par n'importe qui. Il y a une forme de concentration de la richesse, des bénéfices à travers tout ça. Pour nous, c'est une innovation économique avec des impacts sur la société qui sont ambivalents. Peut-être ça a des impacts positifs et négatifs, mais pour nous, on ne va pas étudier ça puis dire que ça fait partie de la grande famille des innovations sociales. Souvent, il faut qu'il y ait une visée explicite de dire on va essayer d'améliorer le monde, de changer le monde, d'amener plus d'équité, de justice, d'inclusion, par exemple. Puis après ça, dans les impacts que ça va avoir, comment la communauté peut s'approprier cette innovation, c'est là qu'on peut dire, OK, ça ressemble davantage à ça. Donc il y a comme un gradient, il y a une intentionnalité et en même temps, il y a toute une évolution de à quel point c'est pour quelque chose de très local ou sociétal, l'appropriation. Là, on est en train de glisser vers le monde des communs, en fait, hein, mais j'apprends en même temps, là, pour vrai. Donc, en fait, c'est ça, vous avez comme un gradient, je sais pas, oui, mais pour moi, en fait, on n'a pas d'outils d'évaluation pure en disant voici qu'est-ce qu'une innovation sociale ou non, mais il y a des outils, des axes, des dimensions différentes, et en fonction de quelle approche on va prendre dans la littérature, ça va avoir une couleur différente. Ouais. Dans un des trucs que j'ai écrit récemment, ça monte déjà à 2019, je faisais la distinction de 3 grands groupes d'innovation sociale. La première, je disais l'innovation néolibérale davantage ou entrepreneuriale privée, qui est une façon de dire au sein de l'entreprise traditionnelle, on cherche à faire des innovations sociales. Ça en est, mais c'est un cas limite, puis on peut les distinguer selon différents critères. Okay. Une autre approche, je dirais, c'est plus l'approche communautaire, économie sociale, compagnie. On cherche à innover différemment. Ça passe pas par le modèle de l'entreprise privée classique. On prend d'autres formes, puis on cherche à avoir un impact social positif. Et l'autre approche que je critique, que j'identifie, mais que j'appelle les innovations sociales critiques ou émancipatrices, c'est celles qui ont une visée plus explicite de transformation de la société en profondeur, remise en question des rapports de pression, remise en question du système économique dominant, qui sont plus ancrés dans des mouvements pour la justice, pour la libération aussi, dans l'approche des communs, entre autres. Donc ça, c'est un autre groupe, mais parfois, les frontières sont floues, parce qu'on peut trouver parfois cette approche des communs, même dans une personne qui s'implique dans une entreprise privée, et on peut trouver, en fait, c'est vraiment des critères, je dirais, qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que la réalité est intimement complexe, il y a beaucoup de choses qui se mêlent, il faut faire la part des choses. C'est une proposition de lecture, en fait, tout simplement, pour essayer de... Parce que là, quand tu dis ça, forcément, là, je reviens un peu à moi, mais je me dis, fertile, c'est les 2 extrêmes que tu as parlé en même temps. Peut-être, mais c'est la forme juridique. Moi, j'ai utilisé le statut juridique facile, entre guillemets, sur les besoins. Donc oui, une entreprise capitaliste, incorporée, 100%. Mais alors... Mais après ça, il faudrait voir quel est le mode de fonctionnement interne, qu'est-ce que cette entreprise produit dans le monde, sur quoi elle travaille, est-ce qu'il y a des rapports d'exploitation interne dans l'entreprise ou pas, parce qu'on peut avoir une coopérative, par exemple, avec la forme juridique de la coopérative, mais avoir un modèle de gestion administrative, verticale, avec des rapports d'exploitation interne. Donc, c'est pas parce qu'on est coop qu'on est dans une approche particulièrement. Il faut voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette entreprise-là, en fait. Ben, c'est l'enjeu. Et d'ailleurs, justement, c'est là où on va vers les communs. J'ai envie de te dire direct, c'est quoi un commun, alors? Le commun, oui. Le commun, si je peux dire en une phrase, c'est un modèle de gestion collective de ressources partagées. Donc, souvent dans la littérature, on distingue 3 choses. Premier élément, il faut avoir une infrastructure, ressource, un bien. Ça peut être une terre agricole, ça peut être de l'eau, ça peut être une zone de pêche, ça peut être un bâtiment industriel, ça peut être une entreprise, un logiciel, par exemple.
Oui, Wikipédia est un commun aussi. Entre autres, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui est matériel ou qui peut être immatériel aussi. Mais ce qui va définir le commun, c'est pas juste la chose en soi, c'est comment elle va être co-gérée par une communauté, par un groupe d'utilisateurs, de gens, de citoyens, de citoyennes qui vont prendre soin de ce bien-là pour assurer sa pérennité à travers le temps. Donc, il faut qu'il y ait une communauté, un groupe qui en prenne soin. Et le troisième critère, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait des formes d'organisation, des normes de gouvernance pour assurer que la ressource est administrée de façon viable et équitable. Donc, c'est les trois éléments ensemble qui font que le commun, c'est une façon de prendre soin des choses qui nous importent. Et souvent, les gens qui vont faire des communs, ils vont être des utilisateurs, mais ce ne sera pas juste des clients ou des consommateurs. Ils vont être à la fois des personnes qui vont administrer la ressource, ils vont en prendre soin, ils vont être des coproducteurs aussi, les rôles vont devenir un peu plus flous aussi. Je vais peut-être un peu trop abstrait, mais mais non, on est là pour ça. Ouais. Je t'aurais pas invité. Général, sinon... on peut donner des exemples concrets après, puis ça va être plus clair. Mais ça me va. Mais en fait, là, justement, moi, je vais pousser encore plus dans le concept. Tu es en train de dire qu'il faut qu'il y ait des règles, mais j'ai envie de te dire que n'importe quel groupe qui s'organise autour de quelque chose a forcément, même de façon implicite, des règles. Oui. Il y a toujours des règles. Il y a toujours des règles. Même autoritaires, mais elles sont là. Donc... Exactement. Ouais. Je dirais que si on veut aller plus loin, pour moi, en fait, puis d'autres personnes qui travaillent sur les communs dans une perspective critique ou émancipatrice, il faut que les règles qui gèrent le fonctionnement de la ressource, ils soient démocratiques ou permettent une forme de participation active des membres où il y ait des principes d'équité au niveau interne. Ça, pourquoi, par exemple, si on prend une coopérative d'habitation, qui est, d'après moi, souvent, la plupart du temps, une forme de commun d'habitation. Mais si les gens, en fait, n'ont pas de vie active ou de vie associative, qui ne prennent pas soin de cet espace-là, on pourrait dire que peut-être en soi, c'est une forme de commun, mais dans les faits, il n'y a pas cette forme de collaboration active, de participation, d'esprit un peu de prise de décision de façon horizontale. On parle parfois de sociocratie, de gouvernance partagée. Il faut qu'il y ait cet esprit de participation égalitaire pour prendre soin de la chose. Et c'est ça qui va donner la couleur propre au commun, je dirais. Parce que finalement, même cet exemple est très bon, je trouve, parce que les coopératives d'habitation qui ont été propulsées pour un meilleur accès au logement, etc., en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui les utilisent comme consommatrices et consommateurs. Après, j'ai pas envie de leur jeter la pierre parce que l'habitation devrait être un droit sans se poser la question. Exactement. Et c'est une forme de précarité qui font qu'ils en arrivent là, ces personnes-là. Donc de leur demander en plus d'être encore plus co-responsables, enfin voilà. Mais c'est là où finalement on pourrait faire la limite sur un commun. Là, on est dans le concept, hein, on a bien compris qu'on n'est pas... mais donc on aurait quelques coopératives d'habitation qui ne sont pas des communs finalement parce qu'ils sont comme un peu abandonnés de par la communauté, puis d'autres qui sont plus habités. Ouais, mais je dirais, oui, en fait, j'irais dans la même direction. Je dirais que ce qui fait que le commun est un commun, c'est une forme d'état d'esprit, de relation d'entraide, de coopération, que dans la littérature, on appelle le commoning. Commoning, c'est un terme difficile à traduire en français, on pourrait dire de communalisation, mais c'est un peu trop aride ou drabe comme terme. On pourrait dire le faire commun ou le agir en commun ou le fait d'agir ou de décider ensemble. Et ça passe par des critères, des principes éthiques d'écoute, d'entraide, de participation, d'égalité. Le fait, en fait, qu'on va prendre soin et qu'on va se responsabiliser ensemble pour prendre soin de la chose. Et ça, c'est ce qui va faire la différence que, par exemple, même dans une habitation, par exemple, privée, si les gens vont collaborer, vont créer, vont prendre soin de la ressource d'un point de vue d'entraide, de coopération, ça va être une forme de commun, potentiellement. Au niveau de la propriété, là, c'est une autre dimension qui est importante. Les communs, ça ne le sera pas, mais dans le mode de fonctionnement, oui. Dans d'autres cas, par exemple, tu peux avoir une organisation, une entreprise, si les gens ont cet esprit de la propriété privée exclusif. Je suis un client, je suis le propriétaire, on a un rapport transactionnel, sans qu'il y ait de relation de soins ou de care, alors là, je pense qu'on est vraiment ailleurs, on n'est pas dans l'esprit des communs comme tel. Donc il y a une vraie intentionnalité. Il faut qu'il y ait une intentionnalité, oui. On n'a tellement pas été éduqués à ça. Non, parce que ça ne fait pas partie du mode de fonctionnement global des sociétés. Souvent, on dit on est des individus autonomes, indépendants. C'est bien de valoriser une autonomie personnelle, mais souvent,
contrairement à d'autres sociétés à travers le monde, à travers l'histoire, qui ont une vision beaucoup plus relationnelle, une vision d'entraide, on est interdépendants et qui on est vraiment dépend du nous, en fait. Je dirais que dans nos sociétés occidentales, libérales, modernes, européennes, nord-américaines, c'est plutôt l'idée de l'individu. Et le signe de la vie réussie va va passer par l'idée de la propriété privée. Acheter sa maison, avoir sa voiture à soi. Ça va être de réussir dans son travail, par sa profession. Donc, tout va être centré autour de ça. Alors que les communs, c'est plutôt l'esprit de l'entraide, du partage. Si on a un véhicule, par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne le partage pas à plusieurs avec des modes d'entraide? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas abonné à un communauto pour permettre de partager des véhicules, transport en commun, avoir des ateliers de réparation pour des bicyclettes, ateliers de réparation pour faire plein de choses par nous-mêmes. Tout cet esprit-là de collaboration, partage, entraide, c'est ce qui vient autour de la culture des communs, je dirais. Et d'ailleurs, ça fait vraiment penser, là je vais retourner sur le côté plus alimentaire, mais on le voit vraiment en ville, on a mis en place des jardins communautaires. Un jardin communautaire, c'est que chacun individuellement a sa propre parcelle et fait ce qu'il veut. Ouais. Et on commence à voir émerger des jardins collectifs où on se dit, on va partager toutes les tomates, on va décider ensemble si on met des tomates ou pas. C'est vraiment plus compliqué. C'est plus compliqué. Moi, dans ma pratique, Exactement. Je le vois, les gens sont réticents à se dire, est-ce que je vais avoir mes tomates si je fais... Je vois la... Ouais. Mais je dirais, c'est ça, on pourrait faire comme un spectre un peu. Si on part d'un jardin privé chez soi, ça, c'est une chose. Jardin communautaire, la plupart du temps, c'est une forme d'organisation qui passe par une organisation à but non lucratif, par la municipalité. Beaucoup par la municipalité. Beaucoup par la municipalité, souvent. C'est des infrastructures, des services publics. Les gens arrivent et parfois, il y a des liens d'entraide. Comme on voit nos concitoyens, on se donne des trucs, on voit, des fois, on peut prendre soin un peu du jardin de l'autre. Mais comme tu dis, il y a quand même une forme de séparation individuelle des lots. Alors que le jardin collectif, on est vraiment dans l'esprit du commun. On va travailler ensemble, cultiver ensemble, partager les récoltes ensemble. Mais le niveau de complexité, comme tu dis, est beaucoup plus grand parce que travailler ensemble, décider ensemble, gérer ensemble la ressource, se diviser des rôles, s'assurer que tout le monde fait sa tâche et quand les gens font pas leur tâche, comment est-ce qu'on a des règles pour dire « Ah, peut-être tu pourrais faire ta part des choses vu que tu prends soin du commun, on veut que tout le monde participe de façon équitable ». Donc, tout ça amène, en fait, toute une forme d'apprentissage, en fait, qu'on n'a pas appris la plupart du temps, ni à l'école primaire, secondaire, cégep, université, dans l'entreprise privée. Parfois, on l'a un petit peu, on a un esprit de collaboration, mais cet esprit-là de travailler ensemble, de partager ensemble, que tout appartient à tout le monde, et c'est à nous de voir qui va prendre soin de la chose, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit développer ensemble, je dirais. Enfin, je me permets, mais moi, j'ai l'impression dans la pratique de voir que ça va dépendre d'où vient la personne. C'est bête, mais je parle de classe sociale et je vais parler d'origine aussi, parce que il y a certaines cultures où ça se voit que le côté collectif a été beaucoup plus développé depuis l'enfance. Donc on arrive dans un jardin collectif, il y a quelque chose qui est vraiment, il y a des rôles qui vont se dessiner assez naturellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses un peu des fois dangereuses, parce qu'on peut revenir sur des enjeux de patriarcat, il y a peut-être des choses à observer, mais globalement, il y a des choses qui vont se mettre en place et je me suis rendu compte aussi pour avoir travaillé dans des jardins collectifs ou la mise en place de jardins collectifs dans des zones dites de classe sociale basse. Et l'entraide est vraiment plus là de base. Des fois, les traits là, c'est vrai. C'est ça. Alors après, il y a plein d'autres enjeux, mais c'est vraiment particulier. Oui, mais en fait, c'est ça, les bases, on pourrait dire socio-économiques, culturelles de l'entraide. Il y a vraiment toute une littérature dont je suis pas expert, en fait, tant du côté de l'anthropologie, la sociologie, pour voir quelles sont les conditions qui font en sorte que certains individus, certains groupes vont avoir peut-être tendance à collaborer, coopérer, s'entraider davantage plutôt que d'autres. Puis ça se voit en fait dans la littérature, beaucoup dans la classe ouvrière populaire. Il y avait justement l'idée, parce qu'on avait moins de ressources au niveau économique, on devait s'entraider, partager des choses, et il y avait cette culture-là. C'est sûr que quand on développe un certain niveau de revenus, on a sa maison, sa propriété, ses choses, on paye pour différents services. Il y a peut-être une certaine tendance à s'individualiser davantage. Donc ça peut arriver. Encore là, parfois, il y a des gens des classes sociales, professionnelles, aisées, dont je fais un peu partie. J'étais pas comme ça quand j'étais enfant ou ado, mais maintenant je suis rendu prof d'université, tout ça. Là, on voit que dans certains types de communs, on est beaucoup des gens éduqués, blancs en majorité, tout ça, mais qui s'intéressent au commun parce que c'est un concept tripant. Mais
on n'est pas là avec des gens qui en auraient parfois le plus besoin aussi, et ces gens-là sont ailleurs. Peut-être qu'ils font autre chose, ils sont dans d'autres communs. En fait, on est des gens privilégiés qui testons, qui nous amusons à tester les communs. Est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est weird de dire ça. Amusons. Dans certains cas, oui, mais je dirais qu'il y a quand même une vraie aspiration de vouloir créer un monde plus équitable, plus juste, plus durable aussi, plus écologique. Mais je dirais qu'il ne faut pas juste penser les communs à partir de soi, mais voir quels sont les besoins existants dans le milieu où nous sommes, comment on peut faire en sorte que les communs puissent être utiles pour les gens directement concernés, puis qu'on ait un peu cette grille d'analyse critique. Qui sont les gens autour de la table? Qui sont les gens absents qui pourraient être là aussi? Donc, d'avoir ce souci-là critique, parce que les communs, c'est pas en soi des choses qui sont inclusives. Il faut prendre soin du commun, il faut faire en sorte que les gens s'y impliquent. Donc, ça va pas de soi non plus. J'aimerais revenir sur l'histoire parce que je connais mal l'histoire des communs. On parle beaucoup des enclosures en Angleterre. Est-ce que ça vient de là? Est-ce que ça vient d'avant? Est-ce que tu veux nous en parler? Tu la connais, cette histoire? En fait, il n'y a pas d'histoire générale de tous les communs parce que les communs dans toutes les sociétés humaines ont presque toujours existé, en fait. Donc, c'est des formes de partage de ressources, comment on fait de la chasse, de la pêche ensemble, comment on se partage des formes de vie, d'habitat et ainsi de suite. Mais le thème des communs, et je dirais, a été explicitement nommé lorsqu'il y a eu, à la fin du Moyen Âge, début de la modernité, l'arrivée de la propriété privée capitaliste, qui a dit maintenant, vos terres ici, on va mettre des grandes clôtures autour, ça va devenir une propriété privée exclusive pour le propriétaire. Et c'est à ce moment-là que les gens commençaient à revendiquer le droit d'avoir accès à ces différents communs. Avant, ça allait de soi, mais là, on s'est dit, on doit avoir accès à ce genre de communs qui ont été privatisés, enclôturés justement par des grands propriétaires, souvent avec l'appui des gouvernements aussi. Donc, les communs, je dirais que avec l'histoire de la modernité occidentale, c'est devenu quelque chose qui allait plus de soi, c'est quelque chose qu'il fallait protéger contre l'empiètement par la propriété privée, par la marchandisation, par une appropriation, par une autorité bureaucratique centrale qui veut décider à la place des gens directement. Puis je dirais que le thème des communs dans la société actuelle est redevenu à la mode, je dirais. C'est devenu un thème vraiment qui a été étudié et qui a été revendiqué par des groupes de citoyens. Dans les années 90-2000, avec la vague de ce qu'on appelait le néolibéralisme, donc la vague de privatisation des services publics, la mondialisation entre autres, la privatisation aussi des formes de vie, des semences, des graines, des formes de vie par des grands géants, des grandes compagnies biopharmaceutiques et autres, qui se sont mis à privatiser les formes de vie directement. Et là, on se dit stop, ce sont des choses qui doivent appartenir à la communauté, à l'humanité dans son ensemble. Et on dit stop, il faut que ces choses-là soient mises en commun. C'est ni une propriété privée exclusive, ça ne doit pas appartenir à une grande entreprise qui va faire du profit sur ça, ça doit appartenir aux gens directement. Et les travaux de Elinor Ostrom, cette économiste d'origine norvégienne, elle a fait des études qui ont démontré en fait que, contrairement à ce qui était accepté par la science économique orthodoxe de l'époque, que ce n'était pas nécessairement la propriété privée qui était le meilleur moyen de gérer des ressources de façon durable. Ça pouvait aussi prendre la forme de choses pas partagées en commun par des groupes de gens. Et elle a étudié ça d'un niveau, du point de vue de la recherche universitaire empirique, avec des outils de la théorie économique, pour démontrer que les communs, il y a une forme de gestion efficiente. Puis là, ça a été vraiment une forme de révélation, parce qu'on s'est dit, hey, c'est peut-être pas juste la propriété privée qui marche. Il y a d'autres formes de société, d'autres formes d'organisation dans plein d'endroits à travers le monde, dans les pays en Afrique, en Amérique latine, en Europe, en Amérique du Nord, des peuples autochtones qui gèrent les ressources en commun déjà, sans qu'on les nomme comme ça. On s'est dit, ah oui, peut-être qu'on devrait apprendre de ces gens-là, apprendre de notre histoire, apprendre d'autres formes de vie non occidentales, de gens qui s'organisent autrement. Et là, c'est devenu un thème qui a été étudié et revendiqué par des groupes par la suite. Alors j'ai envie d'être un peu provocante, mais on a le public. Le public, c'est ça que ça fait, non? Pourquoi faire des communs? Oui, mais en fait, je dirais que ce qui est intéressant avec les communs, ça pose une troisième voie qui n'est ni le privé ni le public, mais qui est gérée par les gens directement. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont disons, de propriété publique, qui sont gérées par l'État et qui devraient l'être encore. Mais je dirais que beaucoup de choses qui sont actuellement administrées par les entreprises privées ou par l'État seraient mieux gérées par les gens directement dans leur communauté. Et je pense que l'esprit des communs permet d'amener cet esprit de prise en charge par la communauté, de responsabilité
collective, du prendre soin. Et le fait, par exemple, qu'un parc, par exemple, on dit le parc, c'est quelque chose de propriété publique, c'est la ville qui s'en occupe. Mais si les gens prennent soin de leur parc, se mettent à prendre en charge ce qui se passe, à animer cet endroit-là, on passe d'un espace public à un espace qui est pris en commun, en fait, qui est géré comme une forme de commun. Et je pense que ça rend le parc beaucoup plus dynamique, vivant, et les gens se sentent appartenir à cette chose-là. Souvent, avec ce qui est de propriété étatique publique, on le prend pour acquis, c'est quelque chose qui est extérieur à nous. Et on va avoir un rapport même de client, de consommateur, de bénéficiaire, alors que quand on est dans l'esprit du commun, on va être des copropriétaires, même si on sort de la propriété, on est des co-gestionnaires, des participantes de cet endroit-là, de cet espace-là, et on va prendre soin de la chose qui nous concerne directement. Donc, je dirais que cet avantage-là qu'on peut trouver, même si je crois, par exemple, que même si je pense qu'il peut y avoir beaucoup de communs qui pourraient exister dans plein de sphères de la société, on ne devrait pas nécessairement tout communaliser, parce que ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de gestion, et plus qu'on rajoute de communs, plus qu'il faut en prendre soin. À un moment donné, il faut avoir un espace pour soi-même, je pense, un espace privé à soi, un espace intime. Et aussi, c'est bien que des choses soient gérées par d'autres entités, peut-être, avec une forme d'objectif d'intérêt général, par exemple. Ouais. En fait, profiter de la diversité des styles de gouvernance ou de gestion en fonction des meilleures applications et du bien-être de tous. Ouais. Donc, j'ai une approche plus pluraliste. Je dirais que beaucoup de choses pourraient être mises en commun, peut-être pas tout, mais dans la société actuelle, le problème, c'est que les communs, même si j'ai pas de chiffre exact, représentent peut-être 1, 2, 3, 5 % de ce qui existe. Et la grande majorité des choses, c'est géré par des autorités publiques centralisées ou par des entreprises privées traditionnelles, qui sont pas nécessairement des petites entreprises, des petites PME, mais des grandes corporations. Et le problème de notre société, c'est que la plupart des biens, des ressources, nos systèmes alimentaires, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on produit autour de nous, est géré par des grandes corporations dont le but, c'est de faire du profit. Donc, c'est ça un des problèmes. C'est pour ça qu'on vit dans une société capitaliste. Et si on veut une société qui serait une forme de démocratie économique, une société qui serait plus équitable, plus écologique, il faut qu'on sorte de ça. Et ça va impliquer qu'on ramène beaucoup de choses qu'on produit, qu'on fait, qu'on échange dans la sphère des biens communs, en fait. En fait, c'est une proposition politique. Exactement. Ouais. On est vraiment là-dedans. Les communs, dans leur essence, je dirais, ils sont en soi quelque chose qui a une certaine portée de transformation de la société. C'est un projet social, politique, une vision du monde, en fait. Mais c'est pas tous les communs qui se voient d'emblée comme ça. Parfois, on voit des gens qui créent une ruelle verte, par exemple. Oui. Ils vont créer un espace partagé, ils vont prendre soin de la ruelle, ils vont planter des arbres, ils vont faire pousser des fruits, des légumes dans leur espace, ils vont en prendre soin. Ils vont pas nécessairement le faire parce qu'ils ont une visée de transformation sociale, de sortir du système économique complètement. Ils vont juste le faire pour s'entraider, pour prendre soin de leur ruelle. Et ça, je pense que c'est bien, c'est entièrement légitime, mais il y a quand même quelque chose de implicitement politique. Non, mais peut-être pas individualiste si c'est un vrai commun. Si c'est pas juste une ruelle que les gens vont utiliser une fois de temps en temps, mais c'est une prise en charge par les gens autour qui habitent là. Là, c'est un vrai commun qui existe. Okay. Mais il y a des communs, je dirais, qui sont plus explicitement avec une visée plus militante, revendicatrice, politique, de contestation du système en place. Puis pour donner un exemple, à Montréal, on parle beaucoup de ce cas-là, le bâtiment 7, qui est un bâtiment industriel qui appartenait à un promoteur privé. Et là, il a été récupéré par la communauté directement, par des groupes de citoyens qui ont mené une longue lutte citoyenne populaire qui a duré 10 ans. Et là, maintenant, qui ont créé cet espace-là, ils ont créé des projets de micro-brasseries autogérées, d'ateliers de réparation, des sans-tavernes, des espaces communautaires pour les jeunes, une épicerie collaborative, participative. Ils se pensent comme un système d'autogestion, de remise en question du système dans son ensemble. Donc, dans le cas du bâtiment 7, c'est un commun qui est éminemment, qui transpire la volonté de remettre en question le monde dans lequel on vit, alors que d'autres communs, je dirais, sont plus doux, plus soft, mais ils créent quand même autre chose. Ils créent une forme d'autre monde dans les cracks du système actuel. Ça me fait vraiment penser à certains jardins collectifs qui vont, entre guillemets, juste le faire parce que les gens veulent échanger avec les voisins, faire des légumes, donc il y a une intentionnalité de partage, mais locale. Exact. Puis je pense au collectif 21 de Boucherville qui, lui, il a une vraie visée sociétale. Et donc, en fait, ça se parle. Puis justement, ils réfléchissent l'alimentation, à qui ça va aller. Ça va aller, entre autres, à des gens de Longueuil qui sont plus dans le besoin que les gens de Boucherville. Ils vont voir les banques alimentaires, leurs vrais besoins. Est-ce que les gens peuvent manger des pommes ou pas en fonction de leur santé? Donc, et donc, en fait, ils le poussent très, très loin. Et c'est là où je me dis, ah ouais, le collectif 21,
est un jardin collectif. Qui est né de ça, mais qui se met à créer autre chose mais autour. complètement, C'est ça. et sur l'agrobiodiversité aussi, ils réfléchissent. Enfin, mais, Exact. et en fait, c'est un projet sociétal. Mais alors, ce qu'il y a de drôle, c'est que pour les côtoyer, il y a plein de membres qui savent tout ça, ce que je suis en train de dire, mais qui n'ont pas compris, ou qui n'ont pas compris entre guillemets, qui n'ont pas conscience qu'en fait, c'est de l'ordre de l'exception. Ouais. C'est tellement, ils le vivent tellement de l'intérieur comme une norme, que quand on leur dit non, non, mais vous êtes un modèle exceptionnel au Québec, faut que... Eux, ils prennent ça pour acquis. C'est un peu leur mode de fonctionnement évident, normal. Mais ça, c'est intéressant parce que je pense que ça montre aussi que les communs, des fois, on dit « Ah oui, c'est quelque chose, c'est bizarre parce que c'est pas dans la norme de la propriété privée traditionnelle, une vision individualiste du monde. » Mais dans une société, justement, qui est pas basée sur la propriété privée, le mode de pensée du commun, la façon de faire, va de soi, en fait. C'est quelque chose qu'on fait ensemble. Puis dans une société future, peut-être, si on sort de notre système actuel, puis que si les communs, c'est quelque chose qui se généralise dans toutes les sphères, on va prendre ça pour acquis, on va naître dans un milieu enfant, on va apprendre à coopérer dans des communs et ça va devenir beaucoup plus facile, évident de faire ça. Et quand on va voir arriver la propriété, on va dire hey, « ça, c'est bizarre ». On va voir ça comme étant quelque chose d'excentrique, de quelque chose de comme, qui est comme artificiel, qui ne devrait peut-être pas exister, en fait. Donc, on change la norme, en fait. Exactement. De ce qui apparaît comme étant évident, normal, puis ce qui apparaît comme une transgression, quelque chose de bizarroïde ou autre. Ouais. Tu travailles aussi la question des partenariats publics communs. Ouais. Ça veut dire quoi? Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que, comme tu l'as bien dit, plutôt le public, c'est pas le commun, il y a une distinction à faire, mais je pense que dans beaucoup de cas, les deux peuvent bien aller ensemble, dans certaines conditions. C'est-à-dire que pour que les communs puissent exister, souvent les communs, ils vont à contre-courant de la société actuelle. Dans les grilles administratives, bureaucratiques, des municipalités, des gouvernements à différentes échelles, on a soit le privé, soit le public qui oriente les deux. Dans les programmes de financement pour les entreprises, il y en a plusieurs qui vont dans le sens des entreprises privées, un peu vers l'économie sociale, coopérative au BNL. Déjà, ça, c'est une exception. Mais quand on parle de commun, les gens disent de quoi vous parlez, il n'y a rien du tout qui existe. Donc, les communs doivent, en quelque sorte, expérimenter, bricoler à partir de ce qui existe dans les failles du système actuel, ce qui fait en sorte qu'il y en a des communs qui existent dans le monde actuel, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais là, pour que ça aille plus loin, pour qu'il y ait une forme de protection des communs, pour que les communs puissent être appuyés, soutenus activement, une des hypothèses que je fais, c'est que les institutions gouvernementales publiques ont un rôle à jouer. Ils peuvent créer des formes de soutien, de support pour permettre aux communs de proliférer par la suite. Mais ça, pour que ça existe, des partenariats publics communs, c'est difficile parce que généralement, les entités gouvernementales, administratives, étatiques ont l'idée que c'est nous qui gouvernons, c'est nous qui prenons les décisions, on va établir les règles du jeu. Et là, pour qu'il y ait un vrai partenariat, il faut une forme de gouvernance partagée, de équité relative pour essayer de créer peut-être une instance où on va se parler de égal à égal, puis créer une vraie entente où on va pouvoir respecter cette autonomie-là du bien commun. Parce que un des risques que je vois quand même d'avoir des partenariats publics communs, si c'est pas bien fait, c'est que la ville, par exemple, je prends un exemple comme ça, va appuyer un projet citoyen communautaire, mais va lui imposer des règles, des normes de fonctionnement, va lui dicter la marche à suivre. Il va en quelque sorte prendre le contrôle du commun qui va perdre son autonomie. Donc ça, pour pas que ça arrive, il faut vraiment avoir une forme de partage des rôles, responsabilité. On sait ce que la municipalité va faire, ce que le commun va faire, mais il va y avoir une forme d'engagement mutuel à faire en sorte que la ville va prendre soin du commun et le commun va avoir une relation d'entente, dialogue, reddition de comptes avec la ville, par exemple. Et ça, ce que ça permet de faire, les PPC, partenariats publics communs, c'est de mettre un peu du sable dans l'engrenage, parce que souvent, un modèle qui a été amené depuis les 20-30 dernières années, c'était les PPP, partenariats publics-privés. Oui. C'est l'idée de dire, mais le gouvernement, l'État, c'est une bureaucratie, ça gère mal les choses, il faut qu'on privatise, qu'on délègue à des entreprises privées, à but lucratif, qui vont faire des profits sur ça. Et on s'est mis à faire des partenariats de long terme pour gérer plein d'infrastructures. Ici, dans la région de Gatineau-Ottawa, on a le O-Train, par exemple, qui est un exemple de PPP. Donc, la Ville d'Ottawa s'est engagée, a investi des centaines de millions dans ce projet-là. Ça a été géré par l'entreprise privée. Dépassement de coûts, problèmes internes, ainsi de suite. On dit que c'est plus efficace. Peut-être que si la municipalité avait fait ça par elle-même ou avec d'autres partenariats publics, ça aurait bien fonctionné. Ou peut-être, si ce n'était pas une entreprise privée, que le but, c'est de faire le plus de profit possible, c'était une entreprise collective avec des groupes de citoyens qui sont représentés sur le conseil d'administration, par exemple, des formes de contrôle démocratique. Alors là, on aurait peut-être autre chose aussi.
Et oui, parce que le capital appelle le capital, surtout dans notre monde actuellement là. Exactement. Merci. En fait, ce que je me dis, c'est qu'on pourrait passer à la partie plus ce que j'appelle floraison. En fait, je vais en profiter. Dans notre cas, c'est un peu particulier, mais pour parler de commun alimentaire, pour aller plus dans le monde de l'alimentation, je sais que c'est pas ta thématique de base, mais j'avais envie. Je m'y intéresse beaucoup. Mais oui, en même temps, moi, j'ai soif d'apprendre, j'ai des idées, des choses que j'ai lues, que j'ai vues. Mais ouais, donc. Mais je te remercie de te prêter au jeu parce que je pense que c'est tellement important de mettre la table sur la question des communs pour pouvoir aller là-dedans. Et j'ai envie de jouer un peu avec toi et te dire, ça serait quoi la définition d'un commun alimentaire? C'est un peu vicieux parce que je sais que c'est un peu moi qui porte des fois ce style de terme-là, sans trop savoir ce que je fais. Enfin, un petit peu, mais j'ai pas comme le côté chercheur, on va dire, qui va essayer de trouver des définitions. Toi, tu y mets quoi? Si on doit parler de commun alimentaire, est-ce que ça fait sens? Et ça, on y mettrait quoi derrière? Je dirais que des communs alimentaires peuvent prendre différentes formes en fonction, je dirais, de cette organisation, de ce lieu, de cet espace qui va prendre soin de la chose qui va permettre de nous nourrir. Ça peut être peut-être une ferme gérée comme un commun, une terre agricole qui va être gérée comme un commun. Puis là, il y a plusieurs formes possibles qui peuvent passer par des modèles juridiques très différents, mais il va y avoir des formes de coopération, de démocratie interne, de partage des rôles qui vont ressembler au commun. On pourrait penser aussi que c'est pas juste comme produire de la terre directement. Ça peut être par exemple des cuisines collectives. Donc des espaces qui vont permettre à des citoyens, souvent en situation de vulnérabilité, d'insécurité alimentaire, conditions socio-économiques difficiles, de cuisiner ensemble, d'apprendre à produire nos propres choses nous-mêmes, à se partager ce qui va être produit par la suite. Donc ça peut être un autre exemple de commun alimentaire. On pourrait penser, par exemple, sous forme d'épicerie, qui est un commun de distribution alimentaire. Au lieu d'avoir des chaînes de distribution possédées par des conglomérats, à des systèmes comme le marché de l'Outaouais, qui est un pôle de distribution. C'est une coopérative de solidarité avec des producteurs, des membres consommateurs, et ainsi de suite, qui distribuent la chose, ou à des épiceries collaboratives partagées, où là, ça, c'est un modèle qui vient entre autres de Park Slope Food Co-op, donc je vais le trouver, à New York, Brooklyn. J'ai eu la chance d'aller visiter cette épicerie pour la première fois de ma vie il y a quelques ans déjà. Et comment ça fonctionne? C'est une épicerie où il y a pratiquement pas d'employés. Tous les gens qui sont membres de cette coopérative doivent s'engager à travailler 3 heures par mois. Donc, ils sont à la fois des employés bénévoles d'une certaine façon, mais qui apprennent à faire la chose. Ils sont des clients consommateurs, mais ils peuvent apprendre à jouer plein de rôles et ça permet de faire en sorte qu'il y a un mode de distribution hyper efficace, du mode de fonctionnement interne. Il faut évidemment que les gens gèrent ça, mais en même temps, c'est quelque chose qui fonctionne hyper bien depuis les années 1970, qui dure encore à ce jour. Et il y a plusieurs autres épiceries du même genre qui sont en train de naître en France, au Québec et ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est une autre forme de commun alimentaire, d'après moi. Puis ça casse les coûts aussi, puis je me rends compte que ça peut aussi répondre à des déserts alimentaires. Je pense au Saint-Vrac. Alors lui, qui a une structure incorporée pour permettre de la gouvernance partagée, il pousse le truc. C'est à Saint-Adrien et justement, ils répondent... En fait, c'est un désert alimentaire et ils proposent une forme d'épicerie un peu alternative. Exactement. Donc ça pourrait être ça, jardin collectif, comme on l'a dit. Donc, si on prend le pôle de la production, la distribution, consommation à différentes étapes, on pourrait communaliser, mettre en commun différentes choses. Puis il y a plein de communs alimentaires qu'on pourrait trouver sur toute la chaîne d'approvisionnement, si on utilise ce terme-là. Ce qui serait plus complexe à faire, et là, je suis vraiment pas expert de la chose, c'est de penser des communs alimentaires au niveau systémique. On l'a pas, ça encore, de toute façon. Je pense qu'à l'Amérique du Nord, il faudrait voir, des fois, il y a des conseils alimentaires qui commencent à être mis en place. Par exemple, le Conseil alimentaire de Toronto, Montréal. Donc, c'est des instances de gouvernance avec plusieurs acteurs, actrices, publics, privés, coopératifs, associatifs, communautaires qui se mettent ensemble pour avoir une vision partagée des systèmes alimentaires. Donc ça, déjà, je dirais, c'est peut-être une des bases. Mais après, pour avoir un système de distribution, de production, de consommation mis en commun d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement, de la ferme directement à ce qu'on mange, il peut y exister un lien direct entre consommateurs, qu'on appelle des fois le panier bio. Tu t'impliques dans une ferme, tu vas aider les agriculteurs, agricultrices à produire, tu reviens, tu manges ça, mais c'est pas toute ton alimentation de A à Z qui vient de là. Tu continues à t'approvisionner dans d'autres épiceries, dans d'autres lieux. Mais pour penser un système alimentaire complexe, basé sur l'esprit des communs de A à Z, il faudra les voir, mais je pense que dans certaines sociétés, dans certains endroits dans le monde, dans certaines régions, ça existe.
Si je donnerais peut-être un tout petit exemple que je connais pas très bien, mais il faudrait faire une enquête sur ça, ça serait le mouvement décentaire au Brésil, qui est un des plus grands mouvements agricoles de libération au monde, en fait, avec plein d'agriculteurs, en fait des paysans sans terre, littéralement, qui n'avaient pas accès parce que c'était des grandes propriétés terriennes possédées par des gens hyper riches. Ils ont occupé des terres de façon illégale, mais ils ont été capables de faire reconnaître leurs droits, de faire valoir le fait qu'ils doivent avoir accès à la terre. La ressource pour produire. La ressource pour produire, ce qu'ils ont besoin. Eux sont prêts à produire, alors que souvent, c'était des terres laissées en friche pour la spéculation, la villégiature ou autre chose. Donc, c'était pas une terre qui était utile pour être cultivée pour nourrir des gens qui avaient faim. Ils ont occupé des terres, et là, quand ils ont occupé des terres, ils ont mis en place un modèle de coopération étendu, avec l'idée de produire en commun, sous forme de coopérative, avoir des centres de distribution sous forme de coopérative ou autres formes comme ça, mais aussi leurs propres écoles, leurs propres institutions, leurs centres de formation sous forme de commun. Et en fait, c'est un système hyper complexe qui permet à ces gens-là de se prendre en charge, en fait, de pouvoir vivre de la terre, vivre de leur travail, mais avoir des systèmes d'entraide, de partage, de collaboration complexes. Qui se limite pas à dire on va faire une ferme, puis la ferme va collaborer avec des groupes de citoyens. C'est plusieurs fermes entre elles qui s'entraident, qui ont des liens de collaboration parfois conflictuels avec les gouvernements. Quand il y a des changements de règles au gouvernement, les gens se mobilisent, ils vont occuper des bureaux, des ministères pour faire valoir leurs droits. Donc, c'est très revendicateur dans un esprit, justement, on va agir ensemble pour faire respecter la dignité humaine et ainsi de suite, mais ils vont vraiment s'organiser ensemble pour agir ensemble. Donc, ça, je dirais que c'est une des façons de voir des communs alimentaires qui sont pas juste un petit système, une petite épicerie là, une petite ferme communautaire, c'est vraiment des systèmes alimentaires complexes. Puis ça, je pense qu'on pourrait faire ça au Québec ou ailleurs. Il n'y a rien qui nous empêche de faire ça. Peut-être, il faut être beaucoup de gens. il y a cette dimension-là. Il y a de la connaissance. La connaissance. La culture nord-américaine, comme on l'a dit plus tôt un peu, l'idée d'une vision du monde individualiste n'est pas la chose. Mais on ne sait pas, peut-être que si on a des pénuries alimentaires, il arrive des grandes crises environnementales, sociales ou ainsi de suite, par des crises catastrophes, les gens se prennent en charge et se mettent à prendre soin les uns des autres aussi. Pas dans toutes les circonstances, mais on a vu au début de la pandémie, par exemple, des gens qui étaient des gens pauvres, isolés, personnes aînées. Il y a eu des groupes de cyclistes qui faisaient de la distribution alimentaire, entre autres pour aller aider les gens. Ça, c'est une forme de commun alimentaire aussi qui s'est mis en place. Ça l'est 100% parce que c'est sur l'accès en fait, à l'accès l'alimentation. à la nourriture, ouais. Oui, tout à fait. Et tu me parles, ça me fait penser à plein de choses différentes. Alors, j'ai envie de revenir un peu sur le côté international parce que je sais que tu as visité aussi des communs en France, puis en Espagne, en Italie, peut-être encore ailleurs. Puis j'ai envie d'aller 1 seconde et demie sur l'Espagne parce que moi, ma formation permaculture, je l'ai faite en Espagne. Ah oui, je connais plusieurs communs alimentaires en Espagne. Forcément, je pense aussi à Can Masdeu. Je sais pas si tu y avais été. J'y suis allé, ouais. Qui pour moi est un lieu complètement fou. Exactement. Et je sais aussi que pendant la crise, c'est ça, de 2008, j'y avais été, il y avait eu une super organisation des gens. Alors des fois, c'était très chaotique. J'ai des amis à moi qui avaient acheté un cochon en appartement en espérant qu'ils le tueraient. C'est devenu le cochon amical énorme dans l'appartement que personne n'a jamais su tuer, là. Mais j'ai vraiment vu plein de choses comme ça. Et est-ce qu'il y a des lieux qui t'ont inspiré comme ça, qui font partie du monde occidental, qui sont peut-être un peu plus proches de nous? Mais moi, je dirais une de mes sources d'inspiration dans mes écrits, dans mes idées, puis dans mes terrains de recherche, parce que je suis allé pour toute la première fois de ma vie à Barcelone en 2014, par la suite 2017, 2019, 2024, j'y suis encore allé. Et là, je dirais que c'est un des laboratoires dans le monde, puis dans le monde occidental aussi plus précisément, où il y a beaucoup de communs. Communs alimentaires, communs d'habitat dans les espaces publics, des bâtiments récupérés par des gens, des communs de mobilité. Et c'est un contexte peut-être là-bas, compte tenu de leur histoire aussi, une longue tradition de militantisme, de lutte, de remise en question du système économique capitaliste. Puis là, tu parles des Catalans en plus. Des Catalans en plus. Donc lutte de libération nationale. Il y a peut-être aussi l'idée ils ont été opprimés aussi par l'État espagnol. Donc l'idée d'entraide, de solidarité, partage est vraiment là, présent. Et je dirais à la fois des mouvements qui partent du bas. Ça peut être des mouvements coopérativistes, des socialistes, anarchistes, des écolos, en tout cas des mouvements comme ça, des gens, parfois simples associations de voisins qui se parlent, et ils sont hyper puissants, les associations de voisins là-bas, ils se font entendre, ils sont hyper influents. Et en plus, ce qui est arrivé récemment, en 2015, il y a eu ce qu'on appelle la vague des mairies du changement, donc c'est-à-dire des coalitions citoyennes transpartisanes
avec des gens issus des mouvements sociaux, de groupes citoyens, de certains groupes partis progressistes, mais vraiment qui ont voulu essayer de réinventer les choses par la démocratie participative et directe, par l'esprit des communs, par l'idée qu'on veut lutter contre des géants du numérique, mais en faisant de l'innovation numérique autrement, par l'esprit des communs. Et là, il s'est passé plein d'expérimentations depuis 2015. Là, je dirais que depuis 2023, ça l'a ralenti un petit peu. Il y a eu quand même plein de difficultés internes, de tensions. La coalition à l'époque a perdu le pouvoir, mais il s'est passé beaucoup de choses et il y a encore toute cette vie associative hyper dynamique. Donc moi, je dirais du côté de Barcelone, c'est une des villes dans le monde où il se passe beaucoup de choses, mais c'est pas la seule, une chance. Il y en a vraiment... dans chaque pays, il y a certains lieux, certains espaces, certains terreaux, parfois en milieu urbain, des fois en milieu rural, parfois dans le périurbain aussi, dans les endroits très inusités. Il y a plein de choses qui se passent, qui sont mises en commun. Et en même temps, j'ai juste envie de finir pour faire du pouce sur Barcelone, et en même temps, ils ont l'enjeu de l'eau. Et comme on peut parler de commun, pour moi, l'eau devrait être un commun de fait. Enfin voilà, il y a eu des manifestations, c'est quoi, il y a 1 an, parce que justement, il y avait la question, il faut qu'on prenne soin de l'eau. Je me souviens, j'étais en France à ce moment-là, c'était en février, et puis seuls les hôtels et les golfs, je crois, avaient le droit d'avoir de l'eau, même les agriculteurs n'avaient pas le droit. Donc il y a eu des manifestations, je sais plus exactement, là, je voudrais pas dire 100% de bêtises, mais et il y a eu cette revendication dans les rues de Barcelone de dire on veut plus les touristes, on veut que les agriculteurs aient de l'eau. Enfin... Exactement. Mais ça, c'est une des choses. Je pense que les communs peuvent être créés de plusieurs façons différentes. Soit que les gens se mettent ensemble et disent on fait un projet en commun puis on crée notre commun. Mais souvent, ça vient d'une urgence, d'une nécessité, d'une chose qu'on va perdre ou qui est menacée de disparaître. L'eau, une terre, une friche urbaine, que là, il y a un grand projet industriel qui vient imposer quelque chose. Là, les gens vont dire ben oui, c'est un espace public, ouvert, partagé, on va se réapproprier, on va protéger cet espace-là, puis on va en faire un vrai commun. Donc, c'est souvent, malheureusement, en fait, il ne faudrait pas que ce soit comme ça, quand il y a des crises, des urgences, quand il y a une instance gouvernementale qui va dire maintenant, on va s'approprier ça, puis on va le donner à un grand promoteur, c'est là que les gens se réveillent et disent non, ça doit appartenir aux gens, à la communauté, ça ne doit pas devenir une propriété, on doit en prendre soin ensemble. Donc, l'eau, c'est un autre exemple aussi. Je pense que plus qu'il va y avoir de pénurie d'eau, plus qu'il va y avoir de grandes corporations qui vont vouloir privatiser l'eau, plus qu'il va y avoir des gens, ça ne va pas arriver à tous les coups, mais je pense qu'il va y avoir des gens qui vont vouloir prendre soin de l'eau, puis dire l'eau doit appartenir aux gens, c'est pour boire, c'est pas juste pour arroser des grands terrains de golf ou pour nourrir des data centers pour des géants du numérique, alors qu'on manque de l'eau pour boire, en fait. J'ai envie de commencer à nous ramener à la fin. Je trouve ça passionnant, mais il faut. Hein. Il faut conclure. Moi, j'aurais aussi continué pendant des heures. Ce balado, à la base, est vraiment fait dans ma tête pour celles et ceux qui travaillent dans le monde de l'alimentation. Qu'est-ce que, de tes connaissances, de tout ton métier, de tout ce que tu as observé, qu'est-ce que tu penses que nous, dans nos pratiques, on doit surtout jamais oublier, qu'on doit considérer et qui pourrait être éventuellement un angle mort? Est-ce que tu aurais quelque chose comme ça où tu dis « Hey, s'il vous plaît, oubliez pas ça ». Je dirais que pour les gens qui sont dans l'alimentation, ça va peut-être aller de soi, mais d'avoir ce souci de l'entraide, partage, du commun, d'avoir aussi un souci des rapports de pouvoir qu'on peut avoir entre nous, en termes rapport homme-femme, rapport de classe, rapport personne blanche, racisée ou autre. Mais au-delà de ça aussi, d'avoir une certaine conscience critique du système économique en place, qui n'est pas juste se dire il y a les riches et les pauvres, mais comment, parfois sans s'en rendre compte, on reproduit le modèle de la propriété privée, puis on va reproduire un modèle de dire ça c'est à moi, ça doit fonctionner comme ça. Et comme dans nos projets, on va être souvent poussé pour obtenir du financement, pour obtenir des choses à rentrer dans le moule, en fait, des demandes bureaucratiques, des demandes de fonctionnement. Et si on veut se lancer dans un nouveau projet, il va y avoir plein d'investisseurs qui vont dire c'est très intéressant votre chose, vous devez prendre telle forme, puis on va vous donner de l'argent. Si vous allez vers une autre forme, mais là, on va pas vous aider du tout. Donc, je dirais qu'il faut toujours garder un point de vigilance par rapport à ça. Et si on décide de prendre le modèle dominant, mais de le hacker de l'intérieur, de prendre une forme juridique, par exemple, et de dire on va faire des communs à travers ça, et je vais appliquer l'esprit des communs dans mon projet. Alors là, c'est une des façons, je pense, d'instrumentaliser la chose, mais pour le mettre au service de la création d'autres communs par la suite. Donc, je dirais que ça serait un point de vigilance à avoir pour les gens. Je pense que dans la pratique de l'agriculture que je connais pas, que moi je fais pas personnellement, l'esprit de l'entraide du partage est là déjà en germe, implicitement. Et là, il faut voir, en fait, peut-être l'autre étape aussi, c'est de voir comment on peut tisser des liens entre toute la chaîne d'approvisionnement, comme je l'ai dit plus tôt, pour voir comment est-ce que nos pratiques de mise en commun ne se limitent pas à notre seul projet.
Parce que ça, souvent, ce qu'on voit dans les communs, on prend le cas des coopératives d'habitation, des coops de travail autogérés, on prend le cas d'un espace public géré par un groupe citoyen. Le commun va avoir tendance à se replier sur lui-même. Il va avoir comme les gens vont s'en servir, vont l'utiliser, vont en prendre soin, mais ils vont pas penser à créer des liens avec d'autres communs ailleurs, à prendre soin de la communauté autour, ou à tisser des liens d'entraide avec d'autres communs de façon plus large pour créer une société des communs par la suite. Donc, je dirais aussi de prendre conscience qu'on est des êtres interdépendants dans des systèmes complexes. Puis si on veut que nos formes d'entraide, de partage, de collaboration rayonnent de façon plus large, il faut qu'on soit capable de se mettre ensemble en grand nombre. Donc, ce serait peut-être le point de vigilance que je pourrais amener peut-être. Merci vraiment pour cette perspective. Écoute, merci beaucoup. J'ai envie de finir vraiment sur des questions très larges, même si celle-là, c'est déjà pas mal. Parfait. Si tu avais carte blanche, une petite baguette magique, tu ferais quoi? Carte blanche, dans quel milieu, dans quelle organisation, dans quel contexte? Ce que tu veux, pour la planète. Carte blanche pour la planète. C'est très large, justement. On est dans tes rêves. Ouais. Bien, là, ce que je dirais, si j'avais carte blanche à l'échelle de la société, de l'État-nation, je dissolverais l'État-nation tel qu'il existe, avec ses frontières, mais je le remplacerais par une confédération de municipalités libres, de régions confédérées, en partage avec les peuples autochtones, avec des ententes de gouvernance complexes. Je ferai en sorte qu'il pourrait y avoir la propriété privée qui pourrait continuer à exister, mais à petite échelle. Propriété personnelle, les gens pourraient avoir une maison à eux, sous forme de propriété privée, peut-être une résidence secondaire, voire peut-être 3, mais après ça, il n'y aurait pas de propriété privée à but lucratif, où le but c'est de faire de l'argent par la suite. Et je ferai en sorte que les systèmes alimentaires, le système du logement notamment, puissent être collectivisés, communalisés, mis en commun, sous une pluralité de formes. Donc, c'est pas juste on veut mettre juste des coops d'habitation partout. Peut-être que les gens vont pas vouloir, mais il faut qu'il y en ait beaucoup plus. Des formes de cohabitat, des formes de petites maisons de propriété privée, mais qui seraient mis ensemble avec des espaces partagés, par exemple. Des formes de logement à but non lucratif. Il existe plein de formes, en fait. Donc, je communaliserais les systèmes alimentaires, le logement, système de transport public, pour faire en sorte que les infrastructures et les services essentiels de base appartiennent aux gens directement. Donc ça serait mon rêve. On peut dire que c'est une utopie, mais je commencerai par ça. Et après ça, évidemment, il faut créer des écoles de commun, des universités de commun, dès l'école primaire, que les gens apprennent à faire fonctionner, à gérer ensemble des communs. Ça va pas se faire du jour au lendemain non plus, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une culture du commun qui arrive aussi. Parce que si ça émane juste d'un gouvernement qui dit maintenant faites des communs, et que c'est imposé par le haut, ça va contre, en fait, cet esprit des communs qui doit partir de la base aussi. Donc, c'est peut-être la contradiction. Si j'étais au pouvoir et je devais faire ça, il faudrait que je m'assure qu'il y a au moins des gens parmi la population, peut-être pas 100%, mais il y a quand même une base critique de gens qui ont envie de faire ça puis d'embarquer dans ce projet de mise en commun. Okay. Des choses, ouais. Et juste pour la petite parenthèse, tu connais la notion d'école démocratique? L'école démocratique? Les écoles démocratiques, c'est justement pour... on s'en reparlera. École alternative, mais parmi celles-là, il y a des écoles démocratiques. Ah, super. Ouais, mais on s'en reparlera. Ma curiosité. Ouais, on s'en reparlera parce que là, sinon, on va... Ça peut rentrer dans ça aussi. Ça peut faire partie. Exact. Si tu avais un conseil à donner, quelqu'un qui a envie de s'engager, tu sais, qui est à la porte, parce que toi, finalement, il y a eu un moment où tu as décidé, tu sais, consciemment ou inconsciemment, tu es passé du côté militant, je dirais. Ouais. Quelqu'un qui a comme cette... Il est à la porte, là. C'est quoi le dernier petit truc que tu dirais ou que tu conseillerais ou que tu dirais de lire, j'en sais rien, qui ferait traverser le palier? C'est une excellente question. Je sais pas c'est quoi le déclic, ça doit être différent pour les gens. Moi, personnellement, ce qui a fait un déclic initial, ça a été de lire différentes auteurs-autrices. Naomi Klein, No Logo, Noam Chomsky, Marx, Nietzsche, disons des auteurs critiques, philosophes. Puis je suis devenu, je dirais, militant dans ma tête, je dirais, remise en question du système dans lequel je vis. Puis là, je me suis mis à lire beaucoup de choses. Là, c'est un monde qui s'ouvre. Donc, je dirais, soit par des livres, par certains trucs qui font un petit déclic dans la tête. Mais je dirais qu'à l'époque, j'étais pas quelqu'un d'engagé dans la société. J'avais des idées progressistes, on pourrait dire, essayer de changer le monde pour le mieux, plus de justice. Mais ce qui m'a fait vraiment bouger, parce que je suis passé de quelqu'un qui lit des auteurs critiques à quelqu'un qui agit dans le monde, pour moi, ça a été quand je suis arrivé à Québec pour faire ma maîtrise en philosophie. Je me suis impliqué dans une librairie qui s'appelle La Page Noire. À côté, il y avait la coop L'Agité qui avait été créée par des groupes anarchistes à l'époque. J'étais dans cet espace-là et je me suis impliqué dans le centre d'écologie urbaine de la ville de Québec. Et là, j'ai rencontré des gens du milieu écologiste, environnementaliste là-bas.
Et là, il y a eu une mobilisation contre les gaz de schiste. Et là, il y avait quelqu'un qui partait de Rimouski avec toute une marche qui est arrivé par Québec. J'ai participé à l'organisation de cette marche, puis ça a été vraiment mon déclic. J'ai dit, hey, on peut agir dans le monde. C'était comme un élément parce que je n'ai pas de milieu familial où on valorisait de discuter d'enjeux sociaux, politiques. On parlait pas de politique chez nous parce que c'était source de chicane, pas de religion, pas de politique. Pour le meilleur et pour le pire, j'ai pu faire mes propres idées à moi, on m'a pas rien imposé. Mais après ça, d'agir comme ça, je pense, d'essayer une action concrète, de se mobiliser pour quelque chose, de voir d'autres gens agir, c'est là qui nous donne, je pense, le goût, la piqûre de pouvoir agir dans le monde. Et suite à ça, là, par la suite, j'ai écrit une lettre ouverte dans le journal Le Devoir sur André Gorz et les gaz de schiste. Donc, ma première lettre ouverte dans le journal 2011. Et c'est là que j'ai commencé à intervenir dans l'espace public, intervenir sur Facebook notamment, réseaux sociaux. Et par la suite, le mouvement Occupy, Occupons Québec, mouvement étudiant. Et là, quand on s'implique, on finit par s'impliquer dans plein de projets différents. Donc moi, ça a été l'élément déclencheur. Centre d'écologie urbaine de Montréal, mouvement contre les gaz de schiste. Il faut protéger les terres, justement, au Québec, contre des grands projets industriels. Et je dirais aux gens qui veulent s'engager, essayez de faire quelque chose. Engagez-vous dans une action concrète, pas juste dans un groupe de discussion. Peut-être à travers un groupe de discussion, visionnement de films, ça peut ouvrir des portes dans votre esprit, mais agissez, puis en agissant avec d'autres personnes dans une ambiance qui est humaine aussi. Des fois, s'engager, ça peut être difficile ou chiant avec des gens. Des fois, c'est pas toujours évident. Mais souvent, quand on s'implique, on trouve des gens qui sont passionnés, qui donnent envie de s'engager, puis c'est ensemble qu'on s'entre-influence, je dirais. J'ai un peu envie d'arrêter là. Hein. C'est un peu magnifique comme fin. Je te remercie vraiment beaucoup. Cool, mais merci à toi, Christelle. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le partager, à faire découvrir Jonathan au plus grand nombre. Et puis j'ai aussi cet esprit des communs, c'est quoi? Si tu veux pouvoir aller plus loin, il y a quelques données qu'il a données, justement, des livres à lire, peut-être des auteurs, des autrices à découvrir. Tu peux nous suivre, c'est ça, sur l'ensemble des plateformes, partager. Et puis à bientôt dans un autre épisode de Terroir Fertile.